Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. OK. Bleu Cinéma, ben vite, ce sera pas long. Je voulais juste parler de quoi? Parce que là, c'est pas compliqué, regarde. Je regardais le film de Pierre Perrault, Un pays sans bon sens. Bon, ben là, dans sa filmographie, finalement, ça arrive, là, fait un retour historique vite fait. Ça arrive en 1970, après ces 3 films qu'il a fait à l'île aux coudes, Pour la suite du monde, Le règne du jour, Les voitures d'eau. C'est un film bien particulier parce que c'est ce qu'on appelle un film essai. C'est pas... le film, c'est un long dialogue entre plusieurs personnes qui vont là, finalement du monde de l'île aux coudes à René Lévesque, à des politiciens, des touristes anglophones, des Indiens, des bûcherons, j'en passe. Le dialogue entre les personnes se fait par l'élaboration d'un montage très très précis et minutieux de la part de Perrault puis de ses monteuses. Tout le monde semble se parler puis se répondre. Là. Le film, évidemment, en 70, pose bien des questions par rapport on sort du Québec, du Canada, puis de ces gens-là qui vivent à l'intérieur. Le film est quand même un peu différent des autres films, surtout avec ceux qu'il a fait à l'île aux coudes avant, parce que, on peut dire que ça devient un peu plus politique, même si avec les voitures d'eau, à la fin, on sentait que comme il y avait déjà là, il y avait un semblant de politisation qui allait se faire. Là. Mais bon, en fait. Dans le film, à la fin du film, un dénommé Didier Dufour, qui revient tout au long du film, il raconte une histoire bien comique puis intéressante qu'on va écouter là. Ça me rappelle l'histoire que je contais qui assure. Il y a un gars, mon vieux, il avait bien du talent, tu sais. Il était trop jeune puis il n'avait pas d'argent. Il fallait qu'il soit aidé pour partir. Il réussit à convaincre un gars pour leur partir de lui prêter 3000 pièces. À un moment donné, mon homme, il arrive à la fin de son affaire, plus capable de payer. Pas capable de trouver le 3000 pour le remettre. Personne ne voulait y prêter parce que... Il dit, ce maudit-là, demain matin, il faut que j'aille y porter son 3000. Il se promène. Essaye de se coucher pour avoir de dormir. Pour aller dans la cuisine. Sa femme a dit, rien, Arthur, viens, coucher, laisse le faire. Bon Dieu va nous aider, tu sais. Pas moyen de le convaincre. Rendu à 3 heures du matin, la femme se choque. Elle se lève, prend le téléphone, elle appelle le gars, là, à qui son mari devait 3000 pièces. Il dit oui. Il dit justement, il dit, viens me le porter demain matin à 9 h. Elle dit, demain matin à 9 h, justement, il ira pas vous le porter. Elle accroche. Elle dit, Arthur, viens te coucher. C'est à son tour à se promener. Qu'est-ce que t'en tires? Tu sais, si un bon matin vous décidez, le fleuve, vous dites... On le doit, le fleuve Saint-Laurent. Hein? On le paiera pas, on va le prendre. Ça fait longtemps qu'on se promène, l'autre, qu'on attend dans les cailloux, hein? Là, on va descendre notre tour dans le fleuve, là. Fini. Fini leur tranquillité. C'est à leur tour à se promener. Bon. Là, je vais faire un lien entre l'histoire... C'est charmant comme histoire, c'est un bon conteur. Là, je vais faire un lien entre l'histoire de Didier puis la nouvelle... l'histoire, la petite histoire de Herman Melville Bartleby de Scrivener. Bartleby, le copiste. Résumé rapide de l'histoire de Melville. C'est une vieille histoire, c'est apparu dans les journaux dans les années fucking 1870, dans ce bout-là, cette histoire-là. Tout ça pour dire que l'histoire de Herman Melville de Bartleby. Bartleby, c'est le personnage principal. C'est un copiste. Il travaille dans un bureau d'avocat, je sais pas trop quoi, puis il fait des copies, là, c'est ça sa job, il retranscrit le document. Puis un jour, son boss, il demande, il dit « Bartleby, peux-tu faire ça, faire ci, peux-tu faire ça? » Puis Bartleby répond juste « I would prefer not to. » En français, on a traduit, Bartleby a répondu « Je préférerais ne pas. I would prefer not to. » Bon. Mais là, mais encore.
bon, plusieurs philosophes tels que Tony Negri, Gilles Deleuze, puis Giorgio Agamben, mon bon vieux chum feuille Agamben, ont vu en Bartleby quelque chose de bien significatif. Ils ont vu en Bartleby, puis en sa fameuse réponse « I would prefer not to », un anti-pouvoir. Pour l'histoire de Bartleby, dans le fond, toute l'histoire repose sur le fait que Bartleby, il prefer not to. Il n'arrête pas de dire I would prefer not to, que finalement, il continue de dire ça, puis là, son boss, il ne sait plus quoi faire, il est découragé. Il sait même pas, il dit je te crise dehors, I would prefer not to. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, là, c'est que l'histoire, elle continue, puis c'est juste, tu sais, c'est comme absurde, là, ça finit jamais. I would prefer not to, son boss, il capote. Il sait pas comment le crisser dehors parce que. On va expliquer pourquoi, mais c'est ça. C'est que vraiment, là, l'histoire au complet de Bartleby, c'est que c'est sans arrêt. Il n'arrête plus avec cette réplique-là. L'affaire avec Bartleby, c'est qu'il refuse pas, à proprement parler. Ça serait pas vrai de dire qu'il refuse complètement. Parce que ça a l'air d'un refus, mais ça reste que c'est pas une contestation ou c'est pas une réponse négative, t'sais. C'est une sorte de désaffirmation, on pourrait dire. Deleuze disait que c'est une phrase agrammaticale. C'est comme une phrase du genre j'en ai un de pas assez. Bon, bizarre, une espèce de phrase qui marche pas. Bartleby, finalement, il prend pas position. Pour dire que c'est pas un refus, c'est que Bartleby, il prend pas position par rapport à la volonté, lui-même à sa volonté. Il se retire de toute forme de volonté. Il dit pas « I don't want to ». Je veux pas. Il dit « I would prefer not to ». Je préférerais ne pas. Tellement qu'à un moment donné, son boss, il demande d'aller au bureau de poste, puis il dit « Would you go to the post office ?» Bartleby répond évidemment « I would prefer not to ». Puis là arrive la réplique de son patron, il dit « You will not ?» Bartleby répond avec génie « I prefer not ». Il répond pas « I will not ». Ce qui le placerait à partir de ce moment-là dans le monde de la volonté, du will. Et là, il dit non, il dit « I prefer not ». Il fait juste changer, c'est plus conditionnel. Il fait juste retirer le conditionnel de sa phrase, mais il embarque pas la volonté dedans. Il reste en dehors de la volonté. En se plaçant en dehors de la volonté, il n'y a aucune autorité qui est capable de le gérer comme un rebelle ou comme un gars qui veut rien entendre ou un contestataire ou un gars de mauvaise foi. Bartleby, il aimerait mieux juste pas. Il aimerait mieux juste pas faire ça. On va lire un bout de ce livre-là. Il dit... Ça, c'est un bon petit livre pour comprendre Agamben, c'est très hot. Bon, il dit ça. According to Agamben, this is exactly what Bartleby seeks to avoid, c'est-à-dire se placer dans la volonté. He is not simply refusing to take part in the symbolic order of the lawyer. He is enacting the impossibility of taking part in this order. This is why Agamben finds this particular narrative so attractive. Bartleby is not provocative and unnerving. Bartleby is in a most provocative and unnerving manner capable of his own impotentiality. He is therefore the paradigmatic image of human freedom. Là, je vais m'arrêter ici parce qu'on pourrait aller plus loin dans toute l'ontologie du pouvoir de Agamben, mais c'est pas ça le but. Mais dans le dernier épisode de Bleu Cinéma, je disais que l'important, c'est de ne rien faire activement. Ben, c'est ça que Bartleby fait. Il rend actif son inopérativité. I would prefer not to. C'est l'inopérativité, l'impotentialité. Rendre potentiel son impotentialité, rendre actif son inactivité, rendre opératif son inopérativité. C'est ça, la vraie liberté, c'est ce que nous dit Agamben. L'important, c'est pas d'avoir le choix de ci ou de ça dans un monde qui est donné. C'est d'être capable de ne pas choisir entre les choix qui sont proposés par le dit monde. C'est de refuser non pas ça ou ça, mais le monde qui nous demande de faire un choix. Pour revenir à Didier Dufour puis à son histoire, le gars qui doit 3000$, puis sa femme,
elle appelle le gars qui a prêté l'argent, puis il dit demain, il viendra pas vous le porter, puis il raccroche. C'est la même histoire que Bartleby. Ça fonctionne de la même manière. Puis qu'est-ce que Didier Dufour il dit? Qu'est-ce qu'on va faire avec le fleuve Saint-Laurent? Il nous dit Didier, on le paiera pas, on va le prendre. Mais ça revient à dire, on va pas leur demander parce qu'on préférait ne pas leur demander. On préférerait ne pas leur laisser naviguer sur le fleuve. On préférerait ne pas les accompagner sur le fleuve parce que nous connaissons le fleuve. On préférait ne pas travailler sur ce fleuve qui vous appartient. On va le prendre tout simplement. On préférait ne pas faire un choix entre les choix que le Canada donne. La vraie liberté, c'est de se rendre inopératif. La vraie liberté, c'est de rendre inopératif le monde qui nous donne des choix par le fait qu'on rend actif notre inopérativité à nous. Pour être enfin libre. C'est de rendre inopératif le monde qui nous donne à faire des choix en rendant actif notre inactivité, notre inopérativité, notre impotentialité, comme Bartleby le fait. Dans le fond, ce que j'essaie de dire ici, là, c'est que c'est pas de demander la permission. On va pas le payer, on va le prendre, le fleuve. On va pas demander pour faire un référendum, mettons, je dis ça de même. Là. On va pas demander pour faire ça. On va pas demander pour faire une grève. On va pas demander, on a notre droit de grève. On va we would prefer not to faire un choix. On va juste asti le faire, tu sais. On va pas demander, c'est ça. Si on se disait tout, I would prefer not to live in Canada, ils vont faire quoi? I would prefer not to pay my taxes next year. I would prefer not to let you build a golf course on my ancestral lands. La crise d'Oka peut-être ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, sûrement qu'ils vont envoyer l'armée parce que sooner or later, the tanks will come. Comme il le disait, le vieil adage, et nous vivons sous le joug d'une... C'est ça que Agamben nous dit, là, finalement, quand il dit à la fin de la communauté qui vient, à toutes les fois qu'on va faire ça, qu'on prefer not to, il y aura une place Tiananmen, et tôt ou tard, les chars d'assaut apparaîtront. Et oui, nous vivons dans des politiques totalitaires, encore une fois. C'est toujours la même conclusion. Mais regarde! C'est le prix d'être libre, je suppose. Bon, anyway, prochain épisode, on va faire ça sur Pierre Perrault puis Karl Marx. Fait que là, c'était peut-être une petite entrée de jeu. Finalement, j'ai fait un retour sur la Agamben, mais fait que c'est ça, man. Restez connectés. Ciao!